Bonjour à tous, merci d'être présents pour ce webinaire. Donc, on va commencer déjà par se présenter. Donc, Fanny Corriette, je suis consultante au cabinet Syndex. Alors, le cabinet Syndex, c'est un cabinet d'expertise comptable qui est dédié aux représentants du personnel. Donc, on n'intervient que pour les représentants du personnel lors de vos consultations, que ce soit des consultations régulières sur la situation économique et financière, sur la politique sociale, mais également les consultations ponctuelles. On a différents experts au sein du cabinet et on peut intervenir aussi dans ce qu'on appelle les expertises habilitées, c'est-à-dire sur les conditions de travail, risques graves, etc. Au niveau du cabinet, on intervient également beaucoup sur l'appui à la négociation, donc différentes négociations. Et c'est un peu dans ce cadre qu'on va vous présenter ce webinaire aujourd'hui, l'appui à la négociation de la mise en place de vos CSE. Et dans le cadre de nos négociations, on intervient avec des avocats partenaires, dont le cabinet LBBA. Et donc, Laurent, je te laisse te présenter. Merci Fanny, bonjour à tous et à toutes. Laurent Bézize, je suis avocat, je suis l'un des associés du cabinet qui s'appelle LBBA, qui est un cabinet d'avocats qui travaille exclusivement pour les salariés, les syndicats, les CSE. On a une bonne expérience des questions, notamment de mise en place des CSE, des élections et d'une manière générale de toutes les questions de droit du travail. Et on intervient en partenariat depuis de très nombreuses années avec le cabinet Syndex. Et c'est comme ça qu'on va faire cette petite présentation commune aujourd'hui. Alors, donc pour cette présentation, vous êtes là dans le webinaire, nous aborderons les enjeux et les retours d'expérience de la première mandature. On abordera comment réaliser un bilan, identifier les bonnes pratiques, et puis la négociation, les étapes et le calendrier à respecter. Ce webinaire, il sera diffusé en replay sur syndex.fr, donc il est enregistré. Le support vous sera envoyé sur vos adresses mail. Et si donc on vous propose toutes les questions que vous avez, vous les posez dans le module, ce qu'on appelle le QR que vous devez voir dans la barre, module questions-réponses. On peut prendre des questions au fur et à mesure. On en prendra également à la fin. On se réserve un temps, 20 minutes à la fin pour répondre à vos questions. Si vraiment on n'avait pas le temps de répondre à toutes les questions, vous n'hésitez pas à les envoyer à Syndex, donc sur l'adresse contact@syndex.fr. Joséphine va vous mettre cette adresse dans le module QR. Voilà pour l'introduction. Alors, j'ai un souci. Non, c'est bon. Donc, ce qu'on disait, c'est qu'il y a 4 ans, pour rappel, les ordres de l'information ont instauré la fusion des instances représentatives du personnel, donc le comité d'entreprise, le CHSCT et les délégués du personnel. Et ce qu'on voit, c'est que 4 ans après, on a pu faire différents bilans. D'ailleurs, à Syndex, on a commandé des bilans, des enquêtes régulières auprès de l'IFOP. La dernière date de mars 2022. Et il y a quelques chiffres qui ressortent. Notamment, donc là, ce qu'on vous montre, c'est que 60% des représentants de proximité considèrent que le passage en CSE a détérioré le dialogue social. Alors, il y a différents exemples qui sont donnés derrière cette détérioration. Ce qu'on voit, par exemple, c'est que 42% des interviewés considèrent que les ordres du jour sont trop chargés ou que les sujets ne sont pas traités à fond. Donc, c'est vrai qu'on voit, avec la fusion de ces 3 instances, vous avez les 3 prérogatives, ces instances qui sont cumulées au sein d'un seul et même qui est le CSE et qui doit aborder tous les sujets. Donc, tous les sujets doivent être traités par ces personnes. Donc, ça veut dire aborder plus de sujets avec moins de personnes souvent et en moins de temps, puisque vous avez aussi des fois des réunions qui ont été réduites. Au lieu d'avoir des réunions tous les mois, on s'est retrouvé avec des réunions, par exemple, tous les 2 mois. Donc, on voit que les ordres du jour sont chargés et que finalement, on n'arrive pas à aborder l'ensemble des sujets et parfois des ordres du jour qui ne sont même pas atteints sur la réunion. Peuvent pas être on peut noter, par exemple, que sur les personnes qui ont répondu, vous avez une proportion assez importante de répondants qui considèrent, par exemple, que la santé au travail est moins bien prise en compte depuis la mise en place du CSE. D'autres, pour 29%, qui considèrent que les réclamations collectives et individuelles sont aussi prises en compte de manière moins importante. C'est un vrai paradoxe sur la réforme, parce que les uns les autres, vous savez que la mise en place du CSE
a été conçu pour fusionner normalement sans perte en ligne dans les prérogatives à la fois les instances de DP, donc les réclamations collectives et individuelles, l'instance du CHSCT pour la prise en compte du CHSCT et l'instance qu'on appelait le comité d'entreprise. Donc le paradoxe est là. Une loi qui était présentée comme destinée à renforcer le dialogue social et à permettre une prise en compte en même temps de tous les aspects santé au travail, économique, réclamation collective individuelle. Et pour autant, vous voyez que sur cette enquête, on a quasiment un tiers des répondants qui considèrent que ces questions-là sont plus difficiles à porter dans le cadre de l'instance. Un vrai paradoxe, à mon sens. Tout à fait. On voit également, vous le dites, 32% des interviewés, accroissement de l'investissement de temps nécessaire pour les élus. On voit, donc on l'a dit, en plus de sujets à traiter, et puis finalement moins de personnes. Donc on vous demande à la fois d'avoir une charge de travail plus importante et puis une polycompétence, puisque avant, là où vous étiez un peu spécialisé, délégué du personnel plutôt sur les réclamations individuelles, CHSCT, conditions de travail, et puis le CSE sur les prérogatives économiques. Là, demain, on vous demande de traiter tous ces sujets-là et de comprendre tous ces sujets-là, donc de vous former sur tous ces sujets-là. Donc, une polycompétence aussi qui a alourdi le mandat. Et il revient à la fin de cette première mandature, en conclusion, c'est un mandat, un bilan plutôt mitigé. On parle de détérioration du dialogue social. On dit que c'est un mandat plutôt mauvais en termes de qualité de dialogue social. Et ce qu'on observe, c'est des élus qui sont épuisés, avec beaucoup d'élus qui ont démissionné en cours de cette première mandature ou qui arrêtent à la fin de cette première mandature. Et pour ceux qui poursuivent, ce qu'on voit, c'est plutôt une volonté de négociation sur ce prochain cycle électoral. Donc, c'est une observe dans la même étude, IFOP de 2022, où le nouveau cycle électoral, vous avez des attentes importantes en termes de CSE. Il y a 75% des représentants du personnel qui ont l'intention de renégocier des moyens du CSE à l'occasion de ces prochaines élections professionnelles. Ce qu'on voit, c'est que justement, on montre les limites et les enjeux de ce premier débat. La volonté au départ, on ne peut pas trop de négocier parce que ce soit d'ailleurs côté direction ou côté élu du CSE, c'était nouveau. Donc, il y avait un peu, on va regarder, on va être prudent, on va voir comment ça fonctionne. Et puis, finalement, on va peut-être aller moins vers une négociation d'accord parce que finalement, on ne sait pas comment on va fonctionner avec ce nouveau truc qu'est le CSE. Et donc là, étant donné qu'il y a eu une première expérience de 4 ans, la volonté est plus grande d'aller sur une négociation d'accord, même si on va le voir la diapo suivante, cette volonté, elle peut être aussi diminuée par une sensation que vous n'auriez peut-être pas l'opportunité d'aller négocier. Ouais. Mais en tout cas, voilà. Je complète un petit peu, Fanny, si tu veux bien, parce que quand on voit que 2/3 des interrogés considèrent ont l'intention de renégocier les moyens, on voit bien ici toute l'importance qui est donnée à la négociation collective dans le cadre de la mise en place du CSE. Autant la première fois, il y a 4 ans, comme vient de le dire Fanny, on essuyait des plâtres, on ne savait pas très bien où on allait, et souvent les employeurs refusaient eux-mêmes la discussion sur les moyens pour se contenter de ces négociations qui sont entre guillemets obligatoires, et en particulier celle du protocole d'accord préélectoral, ce qui limitait évidemment donc les sujets de négociation, tandis que là, cette fois-ci, c'est véritablement une dynamique de négociation portant pas uniquement sur les sujets obligatoires, comme je viens de le préciser, mais sur les moyens en temps, les moyens en élus, et puis avec une préoccupation qui est quand même très importante sur ce baromètre, de 83% des personnes interrogées qui considèrent que les avis qui sont rendus dans le cadre de l'instance doivent être, je cite, renforcés. C'est-à-dire qu'il y a un sentiment très, très majoritaire selon lequel les avis qui sont rendus n'ont pas véritablement de poids, n'ont pas véritablement d'effet dans le dialogue social. Et donc là, on voit bien qu'on a un champ de discussion, non seulement sur les moyens, mais aussi plus globalement sur la capacité de l'instance à exprimer des avis, des observations, des vœux, pour qu'ils soient ensuite pris en compte par l'employeur. Il y a un vrai sujet là de négociation sur ce point-là.
Alors, ouais, pour compléter sur les avis, il y a un sujet de négociation, mais il y a un sujet aussi chez vous de formation. Et faire le bilan, c'est pas forcément se dire bah, à chaque fois qu'on voit quelque chose qui ne fonctionne pas, on va aller l'améliorer via la négociation. C'est aussi de se dire on va aller se former. Parce que dans vos avis, vous êtes beaucoup à nous dire bah, les avis, ça ne sert à rien. Sauf qu'on voit aussi beaucoup d'avis où c'est simplement favorable, défavorable. Alors qu'un avis, c'est la loi qui le dit, c'est un avis motivé, argumenté, auquel la direction se doit de répondre. Et là, tout simplement, on n'est pas sur des avis conformes, mais on pourrait être sur des avis utiles, ou en tout cas qui vous soient utiles. C'est-à-dire, vous argumentez, vous mettez bien en évidence les questions, les points de vigilance, et vous allez jusqu'à attendre et relancer vos directions pour avoir les réponses au prochain CSE, par exemple, à la prochaine réunion. Mais en tout cas, normalement, sur ces avis, vous avez des va-et-vient avec des réponses à vos questions. Et on voit souvent dans les CSE, vos avis sont donnés et après, vous n'attendez pas les réponses ou vous ne relancez pas la direction si elle n'y répond pas. Donc, rien que faire aujourd'hui ce qu'il est possible de faire, c'est se former pour savoir bien quels sont les droits du CSE. Et ça aussi, alors ce n'est pas tout à fait de la négociation, mais on en reviendra, c'est les attentes en termes de bilan de cette première mandature et les attentes sur votre seconde mandature, c'est aussi de se former parce que voilà, vous avez fait un premier essai sur la première mandature. Il y a eu beaucoup d'élus qui ne se sont pas formés et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une grosse demande là aussi en termes de formation, d'accompagnement pour savoir ce que vous pouvez faire. Je continue. Alors, Laurent, tu avais pris les 83% en exemple, mais on peut prendre aussi les 63% sur l'agenda social articulant consultation et négociation. En effet, on voit que encore dans beaucoup de CSE, il n'y a pas de calendrier social. Et ça, c'est une grosse volonté pour le prochain mandat. Les élus ont vraiment compris qu'il y avait besoin d'un calendrier social, à la fois pour articuler justement ces consultations avec ces négos. Rien ne sert, par exemple, d'avoir une consultation sur la politique sociale au second semestre, alors que les négociations ont lieu plutôt au premier semestre, sachant que les consultations sont là aussi pour apporter de l'information aux élus CSE, pour l'appui aussi, dans le cadre des organisations syndicales, à la négociation. Donc, on voit bien, si on a l'information après que les négociations aient été faites, ça limite l'utilité de ces consultations. Oui. Et puis aussi, avoir un calendrier social, c'est important pour vous parce que ça vous... Ne pas en avoir, je vais dire, ça vous fragilise, notamment quand vous avez recours à l'expert. Recourir à l'expert aujourd'hui, on le voit, c'est cadré, c'est dans des consultations, qu'elles soient régulières, récurrentes ou des consultations ponctuelles. Donc, quand elles ne sont pas prévues ou quand vous ne savez pas quand elles vont démarrer, parce que c'est ça aussi parfois, c'est on a reçu l'information, on ne sait pas finalement si notre consultation elle a démarré, pas démarré, à quel moment on nous rendra notre avis. Donc, avoir un calendrier social, ça permet de moins vous fragiliser aussi sur ces éléments-là et permet de vous donner le temps de rédiger et de construire vos avis. Oui, un point pour rebondir sur ce que vient de dire Fanny, sur cette notion du calendrier social. Pourquoi on parle de calendrier social ou d'agenda social, hein? Pourquoi on en parle? Parce que vous savez que l'employeur est obligé d'organiser chaque année plusieurs consultations du CSE, hein. Il y en a 3 consultations obligatoires annuelles, sauf si un accord a aménagé la périodicité. Mais ça, c'est un autre sujet. On va retenir 3 consultations annuelles: les orientations stratégiques, la politique sociale et la situation économique et financière. Bon, c'est les premières obligations de consultation chaque année à la charge de l'employeur. Et par ailleurs, il y a une obligation de négociation annuelle portant notamment sur les salaires et le temps de travail. Bon. Et si on parle d'agenda social, c'est parce que la loi ne l'a pas défini. La loi prévoit que chaque année, ces différentes obligations doivent être respectées par l'employeur, sans définir si ça se fait au mois de janvier, au février, en mars ou avril, ni comment on articule les uns avec les autres. C'est-à-dire non seulement les 3 consultations, comment elles s'articulent entre elles, mais comme vient de le dire Fanny aussi, comment s'articulent les consultations et la négociation. Donc en fait, c'est cette nécessité de discuter d'un calendrier social qui est ressenti par 63% des personnes interrogées, elle émerge, cette nécessité, parce que la loi n'a pas défini ces questions-là. Donc si la loi ne définit pas et qu'on ne négocie pas sur cette question-là, on se retrouve dans un flou sans savoir exactement à quel moment on va parler de quel sujet. Et avec ce que vient de dire Fanny, je ne reviens pas dessus, sur la nécessité, par cohérence, d'organiser consultation et négociation. Un exemple très rapidement, comment négocier les salaires dans l'entreprise
si préalablement, on n'a pas eu au niveau du CSE une consultation approfondie, éventuellement assistée par un expert, sur les conditions sociales, sur la situation sociale, sur l'emploi, sur les rémunérations. Hein. Donc c'est cette nécessité-là qui apparaît compte tenu du vide de la loi sur ces points-là. Donc voilà. En conclusion, sauf si Laurent, tu veux donner d'autres exemples sur cette diapo. Non, je pense que ouais. C'est une phase de renouvellement qui est très attendue et qui convient donc de préparer. Allez, si, Fanny, excuse-moi, je t'interromps encore. Un exemple, parce qu'il faut quand même un petit peu l'évoquer. Ça paraît être un chiffre peut-être moins important, mais on voit que 32% des personnes qui ont été interrogées expriment une préoccupation sur la question du développement du dialogue social en matière d'environnement. Hein. Le CSE est maintenant compétent pour analyser la situation de l'entreprise et les différents projets de l'entreprise au regard des contraintes environnementales. Donc c'est un sujet supplémentaire qui s'ajoute aux prérogatives et au champ de réflexion du CSE et qui va prendre, on l'imagine bien, de plus en plus d'ampleur dans les années à venir et qui renforce donc non seulement la difficulté pour les élus de pouvoir traiter tous les sujets très complexes et très techniques qui se présentent, et en plus la problématique du temps nécessaire pour traiter tous ces sujets-là. Tout à fait. Donc, beaucoup d'attentes. Finalement, ce qu'on disait, un état des lieux, un accompagnement qui seront essentiels. Et donc là, malgré la forte volonté d'obtenir des moyens supplémentaires, vous êtes 60%. Donc là, c'est une enquête interne Syndex qui a été réalisée auprès de nos clients, de nos mandats, en septembre 2022. Et 60% ont répondu être plutôt pessimistes sur l'opportunité de pouvoir négocier. Ce serait plutôt sur un maintien d'un statu quo. Donc, ce qu'on va voir, c'est justement, voilà, quelle possibilité de négocier et surtout comment se donner les moyens de bien négocier. C'est aussi faire cette étape de bilan, faire son bilan, son état des lieux pour savoir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Ça va vous permettre justement d'aller aussi à la recherche d'une phase de négociation. Et donc, ce qu'on voit là-dedans, c'est que vous êtes 25% des répondants qui ne se sentent pas outillés pour les négociations et 45% seulement un peu. Donc, on voit que sur cette phase de diagnostic d'état des lieux, d'appui à la négociation, vous aurez besoin d'accompagnement en vue des prochaines élections. Donc, on en reparlera, mais cet accompagnement par experts et avocats. Absolument. Bah, écoute, on peut passer du coup à la diapositive suivante pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Ce qu'on préconise pour préparer ce nouveau cycle électoral, d'abord, c'est d'anticiper. On en reparlera plus tard, mais il est vraiment nécessaire de ne pas attendre la dernière minute. Et la dernière minute, c'est souvent la date à laquelle l'employeur convoque les syndicats pour la négociation du protocole d'accord préélectoral, de ne pas attendre cette échéance-là pour réfléchir à la mise en place et aux meilleurs moyens de mettre en place ce CSE. D'abord, ça passe par un état des lieux. Donc, on vient d'expliquer, et on en reparlera et on répondra à vos questions sur cet aspect, un état des lieux complet de notre environnement actuel sur le plan des accords collectifs, sur la loi, le règlement intérieur, le fonctionnement, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas bien fonctionné, au regard par exemple, de la lecture des procès-verbaux, faire vraiment une sorte d'audit, c'est un terme peut-être un peu fort, mais au moins vraiment un bilan sur la mandature précédente pour voir ce qui avait été négocié, ce qui avait fonctionné, ce qui n'avait pas fonctionné. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est peut-être d'utiliser les retours d'expérience que peuvent vous présenter nous autres, experts, avocats, et puis des collègues d'autres entreprises ou des syndicats, pour essayer de comparer votre état des lieux, les préoccupations particulières de votre entreprise avec ce qui s'est fait à côté, ce qui s'est fait dans d'autres CSE, dans d'autres entreprises, pour éventuellement bénéficier des retours d'expérience favorables ou être vigilant sur des points de retour d'expérience, au contraire, problématiques. Par exemple, sur la question des moyens. C'est un sujet qui est récurrent.
on a constaté avec les ordonnances de 2017 des heures de délégation et un nombre d'élus qui est apparu rapidement comme étant insuffisant. C'est d'ailleurs une des réponses au baromètre qui a été mis en place par Syndex. 59% des élus estiment passer plus de temps à exercer leurs fonctions alors qu'ils disposent de moins d'heures de délégation. Bon. Le temps est une question absolument capitale dans la mise en place du CSE. Ça veut dire réfléchir à la question du nombre d'heures de délégation qui est à corréler avec le nombre d'élus. Parce que lorsque vous négocierez le protocole d'accord préélectoral, vous aurez ces deux paramètres à prendre en compte. Combien d'élus pour combien d'heures de délégation? On peut par exemple réduire le nombre d'élus et augmenter le nombre des heures de délégation, ou au contraire, augmenter le nombre d'élus et réduire le nombre d'heures de délégation. On peut jouer sur ces différents paramètres pour que, entreprise par entreprise, en fonction de votre organisation, du nombre d'élus dans vos différentes sections, que tout ça puisse être adapté véritablement à vos besoins. De même, sachant pour compléter, quand vous êtes sur cette partie-là aussi, quand vous êtes sur les heures de délégation, n'oubliez pas aussi d'aller discuter et négocier sur la possibilité de les prendre. Parce que ce qu'on voit aussi aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup d'élus qui ont des heures de délégation qui ne peuvent pas poser. Parce que leur service et leur organisation de travail fait qu'ils ont des difficultés à poser, ou quand ils les posent, ils sont ciblés par les autres salariés en disant bah, « t'es jamais là », etc. Et donc, on voit une difficulté aussi à poser vos heures de délégation. Donc, c'est à ce moment-là, au renouvellement au cycle électoral, au renouvellement de votre CSE, que peuvent être abordées ces difficultés-là pour voir quels seraient les leviers à mettre en place pour pouvoir lever justement les freins à la pose de vos heures de délégation. On a vu dans certaines entreprises des équipes qui ont fait le choix de se dire finalement, il faut peut-être être moins nombreux, mais avoir plus de temps. Moins nombreux, mais en tout cas plus impliqués, des élus qui seront présents à toutes les réunions, qui travailleront en réunion préparatoire, et donc peut-être moins d'élus autour de la table, mais avec plus d'heures de délégation. Ça peut être un deal à négocier avec l'employeur. Sachant que sur la question du temps, il y a évidemment la question des heures de délégation, et puis plus globalement aussi le temps qui est passé aux réunions préparatoires, le temps qui est passé aux réunions des commissions. Donc il y a vraiment une problématique générale à prendre en compte pour essayer d'organiser au mieux le travail qui est à réaliser. Et de ce point de vue-là, il y a un sujet en ce qui concerne les suppléants. Parce que depuis les ordonnances Macron, les suppléants ne siègent plus d'emblée, en tout cas automatiquement, aux réunions du CSE. Bon, ce qui pose du coup la question de comment on implique les suppléants. Parce que si on ne les implique que lorsqu'il s'agit de remplacer le titulaire, eh bien, malheureusement, ça risque de les sortir en quelque sorte du débat, de l'actualité et des problématiques qui se présentent. Et donc, là aussi, dans les retours d'expérience, on a pu voir des idées assez intéressantes. Par exemple, quand on n'arrive pas à négocier directement avec l'employeur la présence systématique de tous les suppléants à toutes les réunions, quand on n'y arrive pas, eh bien, il peut y avoir des idées alternatives. Par exemple, alors ça peut être tout simple, c'est d'organiser un roulement, qu'il y ait quand même au moins toujours certains suppléants qui participent aux réunions plénières. On peut aussi impliquer les suppléants à travers la commission santé-sécurité. Parce qu'au sein de cette commission, on peut tout à fait désigner des membres suppléants du CSE. Et qui, donc, du coup, en tant que suppléants du CSE, seraient titulaires au sein de la commission santé-sécurité et siégeraient, pour le coup, à toutes les réunions de cette commission santé-sécurité. Avec, pourquoi pas, l'idée de se dire que les suppléants qui siègent au sein de la commission santé puissent ensuite, lorsque les réunions plénières du CSE portent sur les questions de santé-sécurité qui ont été travaillées en commission, eh bien que ces suppléants puissent participer aux réunions. Donc il y a des idées à creuser, notamment sur cette question des suppléants, pour ne pas partir du simple postulat selon lequel ils ne servent pas à grand-chose, mais au contraire pour les impliquer. Sachant qu'on a aussi un outil en termes qui a été mis, alors là pour le coup, qui est un outil nouveau des ordonnances, qui permet
je vais faire simple, de donner du temps, des crédits d'heures, des parties de crédits d'heures, des titulaires aux suppléants. Ce qui va pouvoir donner les moyens, aux suppléants de s'impliquer, de prendre du temps pour étudier les dossiers, pour travailler en réunion préparatoire notamment. Donc là, la question des moyens, vous voyez, elle est tout à fait centrale. Il y a un autre constat qui a été fait, qui est résumé ici, c'est ce qu'on appelle la perte de proximité. C'est-à-dire, étant donné qu'on a fait disparaître à la fois les délégués du personnel, qui étaient vraiment des élus de terrain, et les élus du CHSCT, eh bien, on a une perte en ligne. Sachant qu'en plus, à ça s'ajoute le fait que les élus de CSE titulaires doivent être de plus en plus concentrés, de plus en plus assidus sur des dossiers de plus en plus techniques, avec encore une fois, des sujets extrêmement vastes, allant de l'environnement à la santé au travail, en passant par des questions très techniques sur la situation économique et financière de l'entreprise. Donc, le risque, c'est une déconnexion des élus avec le terrain, c'est-à-dire avec les salariés. Là aussi, les retours d'expérience qu'on a pu avoir, nous autres conseils au sens large, experts, avocats, conseils au sens très large, nous conduisent à pouvoir préconiser des dispositifs pour aider cette reconnexion entre les élus et le terrain. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail à ce stade. On peut donner quelques idées. Alors d'abord, il y a un outil qui n'est pas parfait dans la loi, mais qui mérite en tout cas d'être exploité, c'est l'outil des représentants de proximité. Les représentants de proximité, ce sont des salariés, pas nécessairement élus, qui peuvent être désignés par le CSE pour avoir justement une présence, comme son nom l'indique, de proximité, libre aux organisations syndicales avec l'employeur de définir les fonctions, les missions précises de ces représentants de proximité, sachant que l'idée quand même, c'est qu'on ait des salariés mandatés par le CSE sur le terrain, soit par exemple pour relayer auprès des élus les préoccupations des salariés, donc pour faire une sorte d'intermédiaire entre les salariés et les élus, soit en s'inspirant de ce que faisaient les délégués du personnel auparavant, soit pour être un relais entre les salariés et le management direct, l'encadrement direct, voire la direction des ressources humaines. On a déjà vu, par exemple, dans certains accords, des systèmes qui reproduisaient quasiment à l'identique les anciennes réunions des délégués du personnel avec des représentants de proximité. Pourquoi pas? Ça, c'est une idée, les représentants de proximité. Mais il y en a évidemment plein d'autres sur la proximité et sur la nécessité de relayer les préoccupations des salariés. On peut réfléchir aussi à la question des registres qui vont être mis en place, un peu comme l'était ce qu'on appelait avant le cahier des délégués du personnel, des registres qui permettent aux salariés de consigner leurs préoccupations sur des questions de conditions de travail, des conditions de santé. On peut penser aussi à tous les champs en matière de santé-sécurité sur ce qu'on appelle les dispositifs d'alerte. Comment on conçoit et comment on met en œuvre de manière concrète les alertes qui sont exprimées par les salariés sur le terrain. Une souffrance, un mal-être au travail, pire encore parfois une agression, etc. Ça, ce n'est pas organisé de manière parfaitement claire par la loi. Et donc, il y a un champ de négociation. Et dans les retours d'expérience qu'on a, on a vu, quand le dialogue social fonctionne bien, eh bien, la mise en place d'outils qui permettent de concevoir un véritable relais efficace des préoccupations des salariés. Je vois qu'on sait aussi qu'on est effectivement sur des problématiques d'autant plus importantes maintenant que le télétravail s'est énormément développé et que ce télétravail, il risque, ou alors en tout cas même plus qu'il risque, parce que c'est même un constat qui a été fait, de distendre en quelque sorte le lien entre les salariés et les élus. Et donc, ça nécessite aussi
de réfléchir à ces questions-là, peut-être en réintroduisant aussi un débat sur l'utilisation des outils numériques à la disposition des élus de CSE et des délégués syndicaux, qui est un sujet qu'on peut considérer un peu comme périphérique sur la mise en place du CSE, mais qui est en fait un sujet très important à traiter pour s'adapter, en fait, pour que tout simplement la représentation du personnel s'adapte aux nouvelles organisations de travail, pour éviter cette déconnexion, désolé, c'est un mauvais jeu de mots, cette déconnexion entre les élus et les salariés. Donc, tout plein de sujets à négocier avec cette idée de garder ce lien de proximité. Sachant que sur cet état des lieux de votre perte de proximité ou non, c'est vraiment du cas par cas, parce qu'on voit des instances où c'est vrai que le premier mandat, le passage en CSE, ça a été l'opportunité pour des directions de réduire les différents niveaux, donc réduire les CSE d'établissement par exemple, réduire leurs prérogatives, mais parfois c'est aussi ce bilan du premier mandat une opportunité pour se dire finalement ça n'a pas fonctionné, ou au contraire on a réduit mais finalement ça a fonctionné. Donc l'état des lieux il sera vraiment au cas par cas. C'est ce qu'on verra après, c'est que faire votre état des lieux, même si on se compare et qu'on regarde le retour d'expérience qu'il y a sur d'autres, ce qui fonctionne chez les uns ne va pas fonctionner chez les autres, quoi. Et par contre, les conseils qu'on peut donner absolument, c'est dans cette perte de proximité, il y a plusieurs solutions. Donc Laurent l'a dit, le représentant de proximité, les commissions. Ce qui revient par contre beaucoup dans ces liens, c'est de prévoir la coordination. Parce que même si on met en place des représentants de proximité, même si on a différentes commissions de travail, la commission CSST, etc., ce qui revient, c'est que de toute façon, les prérogatives, c'est le CSE qui les porte. Donc, il faudra bien prévoir ce lien de coordination, ce lien de fonctionnement avec les commissions et avec les représentants de proximité. Il y a certains accords, on l'a dit, où finalement, on a souhaité garder au départ en se disant ça fonctionnait avant, on nous enlève les DP, on va mettre des représentants de proximité à la place. Pourquoi pas? Par contre, dans ces cas-là, bien prévoir leur coordination avec le CSE, parce que légalement, c'est quand même le CSE qui a ces nouvelles prérogatives. Donc, on peut déléguer aux représentants de proximité. Comme on ne peut pas tout déléguer, il faut bien prévoir ce fonctionnement entre le CSE et les commissions ou les représentants de proximité. Je profite que tu évoques cette question, Fanny, pour rebondir sur ce dernier item qui est sur la diapositive du plus de sujets à traiter, de la complexité et du manque de temps. C'est vrai que si on réfléchit à une bonne articulation, on va pouvoir essayer de faire face de manière plus facilement à la complexité croissante et à l'augmentation croissante des sujets à traiter. Alors, ils sont très complexes, très techniques, parce que il faut maintenant quasiment être un expert en environnement, en questions sociales, en questions santé-sécurité, économique, etc. Ça devient vraiment très complexe du point de vue. C'est une charge très importante pour les élus. Ce qui me fait dire deux choses, au moins deux choses. La première, c'est que faire un travail d'élu qui porte, qui a vraiment un effet utile, ça ne peut pas, à mon sens, c'est une opinion personnelle, être fait sans l'aide des experts, qui sont là justement pour vous aider à décortiquer des sujets d'une complexité que eux maîtrisent et que les élus, chacun dans leur activité professionnelle, ne maîtrisent peut-être pas autant. Donc, ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, pour faire face à cette complexité et à cet accroissement des sujets à traiter, c'est la question de la formation. C'est essentiel. D'ailleurs, on a vu, je crois, sur le baromètre qui avait été mis en place, qui avait été réalisé par SONEX, qu'un nombre, alors je ne sais plus exactement le chiffre en tête, un nombre très important d'élus, à mon sens très important, c'est une opinion personnelle, ne se forment pas. C'est-à-dire n'utilisent pas les droits qui sont institués par la loi pour avoir du temps rémunéré par l'employeur avec une véritable, avec une optique de formation, non pas formation professionnelle pour occuper son poste, mais formation pour l'exercice du mandat dans les différents domaines, santé au travail, économique
sachant que le sujet économique est un sujet très large, hein, qui peut recouper pas mal de notions, notamment en matière sociale. Et donc, cette question de la formation est tout à fait essentielle. Elle ne peut pas être éludée. C'est-à-dire que dans la structuration actuelle de la représentation du personnel, on peut difficilement concevoir de bien faire son mandat, de bien exercer son mandat, sans être formé. C'est tout à fait essentiel. Par exemple, comme le disait Fanny, il y a quelques minutes, la formation, ça conduit notamment à réaliser, à prendre conscience de ce qu'est un avis exprimé par le CSE et de la portée que doit avoir cet avis et des obligations qu'a l'employeur, une fois que l'avis est rendu, d'y répondre, etc. Il y a énormément de choses à apprendre pour exercer ce mandat. Et puis, un dernier élément, très rapidement, parce que tout ça sont que des exemples, hein, sur des retours d'expérience, sur la question du manque de temps. En particulier sur un sujet, je suis persuadé que les personnes qui nous écoutent ont déjà expérimenté malheureusement ces difficultés-là, c'est la durée des réunions, hein, avec des ordres du jour à rallonge qui peuvent prendre 2 pages entières et des sujets divers et très nombreux à traiter, sans qu'on puisse savoir combien de temps on consacre à chacun des sujets, combien de temps on consacre à la réunion tout entière, quel temps restera-t-il, par exemple, pour évoquer les questions de santé-sécurité, pour évoquer les questions diverses, pour évoquer les réclamations individuelles des salariés, parce qu'il ne faut pas oublier que le CSE a aussi la casquette qu'avaient les délégués du personnel avant, et donc la possibilité de faire remonter des questions qui sont parfois très, très pratico-pratiques, hein, individuelles, sur le salarié qui a des difficultés avec son management, sur le temps de pause. Enfin, bon, donc il faut arriver à trouver le temps dans ces réunions de traiter toutes ces questions-là. S'il n'y a pas un minimum de dialogue avec l'employeur sur comment on conçoit les réunions, comment on conçoit les ordres du jour, on s'expose à des difficultés. Alors on s'expose parfois à des difficultés de réunions qui n'en finissent plus, qui terminent à 11h, minuit, ou alors des difficultés parce que les sujets sont tellement vastes que du coup la plupart des sujets sont bâclés et ne laissent pas l'opportunité aux salariés et aux représentants du personnel d'aller au fond des sujets. Donc ça, c'est aussi une préoccupation. On a des retours d'expérience qui nous montrent que quand on réfléchit à la question avec un employeur qui prend conscience de cette difficulté-là, on peut trouver des solutions. On peut trouver des solutions consistant, par exemple, à organiser de manière assez systématique des suspensions de séances, des suspensions, voire de réunions, pour qu'on ne clôture pas une réunion quand l'ordre du jour n'a pas été entièrement épuisé, de sorte que s'il reste des questions qui n'ont pas été épuisées sur l'ordre du jour, eh bien, on puisse concevoir une reprise de la réunion à un autre moment. Bon, tout ça se réfléchit, tout ça doit se discuter avec l'employeur, à la fois avec l'employeur dans le cadre de la négociation sur les moyens, mais aussi dans le cadre, et là c'est vraiment en interne, dans le cadre du règlement intérieur du CSE, qui a aussi le pouvoir, le champ de travailler, de réfléchir à ces questions-là pour organiser un travail interne qui soit à peu près cohérent, à peu près structuré. Bon, les retours d'expérience, évidemment, on pourrait y passer la journée entière. On a d'autres sujets à voir. Donc, vous pourrez nous poser des questions ensuite sur des idées comme ça qu'on a pu piocher à droite à gauche sur les bonnes expériences. Il y en a. Il suffit d'être un petit peu imaginatif. Il y a juste une question. Dans le cadre d'une nouvelle organisation sociale, les délégués de site pourraient-ils cumuler les prérogatives des représentants de proximité? Alors, les prérogatives des RP, quand vous dites des représentants du personnel. Alors, je ne sais pas ce que vous entendez par délégué de site. Je suppose que c'est représentants de proximité qui seraient. Et RP, est-ce que c'est les représentants de proximité ou est-ce que c'est les représentants du personnel que vous entendez? C'est une question pour Karine Téliens. On reviendra peut-être après à la question éventuelle. Ah, d'accord, ok. Oui. Alors, parce que vous avez des délégués de site, vous êtes dans une entreprise qui a institué un dispositif particulier, j'imagine, sur des délégués de site, un héritage probablement des délégués du personnel
centré sur une sous-division de l'entreprise. Oui, effectivement, l'outil maintenant, c'est les représentants de proximité pour lesquels vous pouvez définir le périmètre dans lequel ils vont travailler. Donc, ça peut être des services, ça peut être des ateliers, ça peut être des établissements. Donc, encore une fois, des sous-divisions. En définissant, c'est ça qui est très important, les prérogatives qu'on leur donne. Alors, est-ce qu'après, ils peuvent cumuler avec les délégués de site? Reste à voir exactement quelles sont les prérogatives actuelles de ces délégués de site, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? En tout cas, les prérogatives des représentants de proximité, on a un gros écho quand Laurent parle. Ah, je ne savais pas, merci de me le préciser. Je ne sais pas si je vais pouvoir améliorer ça. Je me retourne vers notre équipe Synlex qui gère un peu les questions techniques. Donc, j'en étais à dire que pour ce qui est des représentants de proximité, ce qui est tout à fait essentiel, c'est de définir par accord avec l'employeur toutes leurs missions, leurs prérogatives et leurs moyens. Avec une grosse difficulté dans la loi, c'est qu'il n'existe pas dans le Code du travail de règles supplétives. Les règles supplétives, c'est les règles qui s'appliquent quand il n'y a pas d'accord. Ça veut dire quoi? Très concrètement, ça veut dire que si on ne négocie pas un accord spécifique avec les missions des représentants de proximité et pour même instituer les représentants de proximité, donc s'il n'y a pas d'accord, il n'y aura pas de représentants de proximité. Alors, donc, juste pour activé aux deux endroits. Juste Laurent, pour compléter, parce que Ouais. Karine a mis un petit truc là, on a des DS à partir de 500 salariés par site. Alors, je ne sais pas si DS, elle entend délégués syndicaux, mais en gros, il ne faut pas confondre l'organisation syndicale qui va être représentée par, en effet, des délégués syndicaux, et puis vraiment les prérogatives du CSE, où là, le CSE, c'est les délégués du CSE, par exemple, central, les délégués des CSE d'établissement, si vous en avez, parce que vous avez des établissements qui peuvent être des sites ou pas, hein, d'ailleurs, ça peut être des pôles. Et à l'intérieur, si vous avez mis en place des représentants de proximité. On a vraiment prérogatives économiques, sociales, financières des élus du CSE qui se fait via le CSE central, les CSE d'établissement, les représentants de proximité et toutes les commissions où on a ces membres-là. Et à côté, on a les organisations syndicales qui, elles, sont présentes via les DS, délégués syndicaux. Donc, je ne sais pas si c'était ça derrière DS. Non, délégué de site. Alors, délégué de site, c'est forcément soit des élus au CSE d'établissement ou déjà des représentants de proximité. Non, parce qu'il peut y avoir des dispositions parfois dans certaines branches avec une représentation du personnel un peu particulière. On a des exemples dans certaines branches d'activité. C'est pour ça que, Madame Dellière, je pense que votre question peut-être est un petit peu spécifique parce qu'elle doit être vraiment en rapport avec votre organisation, votre branche. Et donc, mandat désignatif, bon, donc ça mériterait vraiment d'avoir un focus particulier qui est peut-être pas notre présentation d'aujourd'hui n'est peut-être pas le cadre pour rentrer dans des considérations très spécifiques. On va essayer de rester dans les généralités qui sont intéressantes pour l'ensemble de nos participants. Mais ce qui n'empêche pas d'approfondir ça peut-être dans un autre contexte. Hein. De toute façon, on le redit, hein, vous avez notre adresse aussi et nos contacts à la fin sur ce webinaire-là. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous si c'est des questions très particulières liées à vos accords, liées à vos cas spécifiques ou même liées à un accompagnement ou à une formation future. Hein. Donc, il y aura pas de problème là-dessus. Je continue dans ces cas-là sur la partie. Alors, ce qu'on vous propose, c'est un peu de méthode pour anticiper justement cet état des lieux et cette négociation à venir. Et on vous propose une méthode sous 3 angles. Un premier angle, qui est celui de la pratique du dialogue social, on va dire faire un état des lieux en interne du CSE, c'est se poser la question, finalement, ce premier mandat, qu'est-ce qui a fonctionné dans le CSE entre nous, entre élus, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, où est-ce qu'on a eu des tensions, des difficultés et qu'est-ce qui pourrait être négocié. Donc, c'est entre nous, c'est finalement la mutualisation de nos heures, ça a fonctionné. Alors, Laurent, on a pas mal parlé sur la réunion. Est-ce que finalement nos réunions, ça fonctionne? Est-ce qu'on a des difficultés à mettre des points à l'ordre du jour? Est-ce qu'on arrive à aborder tous nos points lors des réunions? Est-ce que finalement on a des présences aux réunions, notamment les suppléants? Admettons que sur le premier mandat, vous vous soyez battu
pour avoir la présence des suppléants aux réunions, et puis finalement, on s'aperçoit qu'ils ne viennent pas. Donc, sur ce deuxième mandat, est-ce qu'on maintient quand même cette présence aux réunions ou est-ce que finalement, on va négocier autre chose en compromis à la place? Enfin, voilà. Quel fonctionnement en interne du CSE, c'est-à-dire entre élus, comment ça a fonctionné? On se pose et on se pose la question sur des thématiques. Donc, vous verrez, on va vous proposer des points importants, enfin, qui nous semblent un peu exhaustifs, mais sur lesquels vous allez pouvoir vous asseoir autour de la table entre vous et faire cet état des lieux. Ça, c'est la pratique en fait de votre dialogue social en interne CSE et puis également quel dialogue avec la direction. Est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que la direction répond à nos avis? Est-ce que la direction, elle est capable aujourd'hui d'échanger avec nous? Quelle pratique et quelle qualité on a de dialogue avec notre direction aujourd'hui à la fin de ce premier mandat? Et puis, faire cet état des lieux, c'est pas faire que en interne du CSE, mais c'est aussi faire vis-à-vis de l'extérieur et des autres acteurs, finalement, pour lesquels on travaille, c'est les salariés. Et donc, c'est quel lien on a eu entre les salariés et les élus du CSE durant ce premier mandat? Quelle perception ils ont du travail qu'on a pu faire sur ce premier mandat? C'est-à-dire comment on a communiqué avec eux. Aujourd'hui, on voit que les salariés savent très bien ce que fait le CSE en termes d'œuvre sociale. En général, pas de difficulté sur ce point-là. Par contre, dès qu'on leur parle des autres actions du CSE, de tout ce qui est prérogatives économiques, on voit que c'est plus flou pour eux. Donc, c'est quelle communication on a pu faire entre le CSE et les salariés pour les informer de ce qui était fait? Est-ce qu'on communique sur nos avis? Est-ce que les salariés, lisent les PV des CSE, des réunions de CSE? Voilà, c'est tous ces éléments-là, sachant qu'en plus, cette première mandature, on l'a vu là dans votre fil de discussion, cette première mandature, elle a été impactée par la période de crise sanitaire et donc par aussi des modalités de travail et de communication entre le CSE et les salariés qui ont été un peu différents selon cette phase, mais peut-être qui ont permis aussi de trouver un autre moyen de communication. On l'a vu pendant la période forte de télétravail. Les CSE ont dû rechercher d'autres moyens, et les organisations syndicales ont dû rechercher d'autres moyens de communiquer avec les salariés. Et finalement, est-ce que ces moyens ont été intéressants? Et est-ce qu'on voit sur des entreprises les moyens qui perdurent parce que ça a été une forme de communication qui a fonctionné et qui continue de fonctionner, donc on continue d'utiliser. Donc, c'est se poser aussi, faire cet état des lieux-là, c'est aussi se poser ces questions-là. C'est comment je communique avec les salariés? Est-ce que ça a été suffisant, cette communication? Et sinon, comment je me forme pour communiquer aussi? On l'a dit avec Laurent, vous avez plein de choses à faire, vous avez plein de prérogatives et plein de compétences à acquérir. Donc, c'est aussi se former pour utiliser les meilleures méthodes et les meilleurs moyens durant cette deuxième phase de CSE. Et la troisième étape, je te laisse la main, Laurent, ça va être plutôt sur la partie élection et accord et temps de négociation. Oui, je te remercie, Fanny. Est-ce que l'écho là est toujours présent? Parce que j'utilise un casque. Vous me dites si c'est mieux ou pas. Si vous avez... C'est mieux. C'est un peu mieux? OK. Bon. Alors, toujours donc, alors maintenant sur la question effectivement des élections. Ce qu'on vous conseille, c'est de vous poser en amont, et puis je vais expliquer après le en amont, mais déjà de vous poser les bonnes questions. C'est-à-dire, regardez déjà ce qui existe dans l'entreprise depuis la mise en place du CSE. Est-ce qu'un accord a été conclu, soit avec les délégués syndicaux, soit parfois directement avec le CSE, sur le fonctionnement du CSE? Bon. S'il n'y a pas eu d'accord, est-ce qu'éventuellement, spécifique au fonctionnement, est-ce que dans d'autres accords, ça peut être n'importe quel autre accord collectif, est-ce que dans d'autres accords, il y a de temps en temps des dispositions qui portent sur le fonctionnement, les moyens du CSE? Bon, s'il existe d'abord un accord sur le fonctionnement, regardez déjà si cet accord avait été conclu pour une durée déterminée. Parfois, la durée déterminée est liée à la durée du mandat, ou est-ce qu'au contraire, il avait été conclu pour une durée indéterminée? S'il a été conclu pour une durée indéterminée, il est censé encore s'appliquer pour la nouvelle mandature. Bon, mais pour autant, est-ce que, même s'il est censé s'appliquer à nouveau à partir des prochaines élections, est-ce que
il est conforme à ce qui était attendu? Est-ce qu'il a produit des effets intéressants? Ou est-ce qu'au contraire, certaines dispositions n'ont pas du tout été utilisées? Est-ce que son application a été méconnue, parfois même détournée par l'employeur? Ça, c'est ces questions qu'il faut se poser directement en prenant connaissance de l'accord et en mettant en parallèle ce qui s'est véritablement passé, c'est-à-dire comment cet accord éventuellement a été appliqué ou pas. Parfois même, vous pouvez avoir des accords qui avaient institué des procédures spécifiques pour assurer le suivi de son application. Une commission de suivi, par exemple. Donc, est-ce que ces outils ont été mis en place? Est-ce que ces outils ont joué un rôle permettant d'identifier les difficultés éventuellement d'application de l'accord? Et si oui, qu'est-ce que ça a donné? Est-ce qu'il y a eu des PV, par exemple, des réunions de commission de suivi? Est-ce qu'il y a un bilan qui a été tiré par la commission de suivi de l'application de l'accord? Bon, on est dans l'hypothèse où on a donc éventuellement un accord et on fait un bilan des dispositions de l'accord et de son application. Si on n'a pas d'accord spécifique sur le fonctionnement, bon, eh bien, regardons si, comme je l'expliquais à l'instant, d'autres accords ont prévu des modalités de fonctionnement ou des moyens. Est-ce qu'il s'agit d'un accord sur le dialogue social? Est-ce qu'il s'agit d'un accord sur les consultations du CSE, sur les réunions, sur les moyens, sur les budgets? Que sais-je encore? Donc, essayons de collecter, parfois de manière un peu disparate, tout ce qui existe, tout ce qui a été prévu, tout ce qui a été négocié sur ces questions de fonctionnement et de moyens. Sachant qu'au bout du bout, si on ne trouve pas grand-chose ou si on ne trouve rien, il y a un dernier document qu'il faut examiner. Celui-là est obligatoire, c'est le règlement intérieur du CSE. Hein? Alors, ça n'a pas la valeur juridique d'un accord collectif, c'est-à-dire que dans un règlement intérieur de CSE, on n'a pas le droit, en tant qu'élu, de mettre à la charge de l'employeur des obligations extralégales. En tout cas, quand je dis on n'a pas le droit, en tout cas, au moins, l'employeur, lui, peut dire « Ah, moi, ces obligations-là, je ne les connais pas, puisque vous les avez instituées de manière unilatérale. » Le règlement intérieur, ça s'institue non pas par la négociation avec l'employeur, mais de manière unilatérale par les élus majoritaires au sein de l'instance. Bon, donc on regarde si le règlement intérieur a déjà été adopté, parce qu'il y a malheureusement encore des CSE qui n'ont toujours pas adopté le règlement intérieur, ce qui, j'ouvre une toute petite parenthèse, les expose à certaines difficultés en matière juridique sur des questions de compte, de tenue de la comptabilité. Bon, d'établissement, de présentation, d'approbation, de publication des comptes. Pour ces questions-là, le règlement intérieur est obligatoire. Je referme la parenthèse. Donc, est-ce qu'il existe ou est-ce qu'il n'existe pas? S'il existe, que contient-il? Sachant qu'on fait le tri entre ce qui relève du règlement intérieur et ce qui n'en relève pas. Et là aussi, ça permet de continuer ce bilan pour analyser très concrètement comment fonctionne votre CSE. Hein, c'est très, très important. Bon, donc ça, c'est vraiment des étapes qu'on vous conseille de mettre en place, soit seul, soit en étant assisté par nos cabinets, pour arriver à déterminer, du coup, au bout du bout, à déterminer les enjeux principaux des prochaines négociations. Ça peut être 2, 3, 5 enjeux, on ne sait pas, mais on va arriver à déterminer ce qui véritablement sera ce que seront les points centraux de cette négociation à venir. Alors, précisément, cette négociation, quand je disais que c'est un travail à faire en amont, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est-à-dire que ce que l'on conseille, d'une manière générale, que ce soit au sein du cabinet Syndex ou au sein de mon cabinet, c'est au minimum d'anticiper 6 mois avant la date du premier tour. 6 mois avant, pour arriver à faire ce bilan, d'une part, qui peut prendre un certain temps, et ensuite pour arriver, pour essayer, évidemment, de créer un terrain propice à la négociation avec l'employeur avant d'arriver à cette échéance ultime qui est la négociation du protocole d'accord préélectoral.
on a vu trop souvent, malheureusement, lors de la lors de la première mise en place des CSE, des entreprises dans lesquelles il n'y avait eu aucune espèce d'anticipation. C'est-à-dire que l'employeur convoquait les syndicats pour la réunion du protocole d'accord préélectoral, négociait les quelques sujets obligatoires et refermait le dossier. Donc, on n'avait pas réfléchi en amont aux enjeux, aux impératifs, aux questions de fonctionnement, et on était parti bille en tête sur les élections elles-mêmes, l'organisation même des élections. Bon. Ce qui est, à notre sens, une erreur à ne pas renouveler. Donc, dans cette période préélectorale, déjà, on a fait le bilan. Si on a établi que ce bilan n'est pas favorable, par exemple, qu'on a un accord dans les pattes qui n'est pas bon ou qui n'a pas été exécuté, bon, il peut être renégocié par une révision. Il peut éventuellement même être dénoncé. Hein. La dénonciation, c'est l'expression, par exemple, par tous les syndicats signataires de la volonté de ne plus appliquer l'accord. Hein. De la même manière qu'un employeur a la possibilité de dénoncer un accord, les syndicats, s'ils sont tous les syndicats signataires, peuvent ensemble prendre aussi cette décision-là. Dénoncer, réviser, renégocier pour réfléchir à la fois sur des questions de fonctionnement et sur des questions qu'on n'a pas encore beaucoup évoquées ce matin, qui sont des questions de périmètre, c'est-à-dire quel est le bon périmètre pour mettre en place l'instance. Est-ce que c'est un CSE uniquement d'entreprise ou est-ce qu'il faut réfléchir, par exemple, à des CSE d'établissement qui seront, entre guillemets, chapeautés par un CSE central? Est-ce qu'il faut réfléchir aux différents périmètres au pluriel des commissions santé-sécurité? Parce que la commission santé-sécurité peut se décliner en fonction des subdivisions de l'entreprise, s'il y a des besoins particuliers et des spécificités qui nécessitent un travail particulier sur les questions de santé. La question des périmètres, c'est aussi la question des représentants de proximité. Bref, toutes ces questions périmètres et ces questions de fonctionnement, ça s'anticipe. Hein. Parce que sinon, vous avez un rétro-planning qui est, qui est vraiment très, très, très serré. Hein. Vous partez de la date d'expiration de vos mandats actuels. Hein. Ça, c'est le bout de votre rétro-planning. C'est l'échéance ultime de votre rétro-planning. Et en amont de cette date d'expiration des mandats actuels, vous avez un premier tour qui doit être organisé 15 jours avant cette date d'expiration. En amont de ce premier tour, vous avez une invitation des organisations syndicales à négocier le PAP 2 mois avant la date en question d'échéance des mandats et 15 jours, pardon, et là je m'embrouille, donc je recommence. 2 mois avant la date d'expiration des mandats, c'est la date limite pour inviter les organisations syndicales à négocier le protocole d'accord préélectoral. Sachant que la première réunion de négociation doit se tenir au moins 15 jours après l'invitation. Bon. Alors, Laurent, je te coupe. Oui, pardon. Il est midi. Donc là, on rentre. J'ai été un peu long, excusez-moi. Ouais. Non, c'est pas grave. Mais pour conclure, le message qu'on veut vous faire passer, c'est qu'aujourd'hui, ce bilan, il est à faire très en amont. Donc, Laurent a dit 6 mois, par exemple, mais très en amont, puisque une fois que ce bilan sera fait, c'est là que vous pourrez dire finalement ce qui est amélioré et sur quels moyens on va l'améliorer. Ça peut être via accord. Et en effet, tout ce qui est accord périmètre, faites attention car il faut les faire en amont, avant les élections. Ensuite, vous avez l'accord préélectoral. Et par contre, ce qui est fonctionnement, en effet, il y a des choses qui peuvent être faites après, au fur et à mesure de votre CSE, où là, c'est moins urgent. Mais en tout cas, tout ce qui est périmètre, donc commission, représentants de proximité, etc., il faut les faire dans l'accord périmètre, donc il faut faire en amont. Et c'est pour ça qu'il faut bien faire cet état des lieux en amont. Et donc, pour faire cet état des lieux, c'est la méthode qu'on vous a proposée, qu'on pourra revenir avec vous. Vous n'hésitez pas à nous contacter, sachant que pour faire cette méthode, ce qu'on vous dit, c'est de bien prendre les retours d'expérience via vos syndicats, via votre expert, via votre avocat, via les enquêtes qu'on peut mettre aussi à votre disposition, que cette négociation, elle est adaptée au cas par cas parce que chaque CSE aura un bilan différent avec des pratiques différentes et donc des besoins différents et donc forcément des possibilités aussi de négociation différentes. Et pour ça,
je suis désolée, hein, je conclue un peu vite, mais et pour ça, c'est la proposition d'accompagnement à la carte. Ce qu'on vous propose au niveau de Syndex, c'est de travailler en partenariat donc avec nous et nos partenaires, dont fait partie Cabinet LBBA. C'est à la fois, on peut être présent, donc c'est sur mesure, hein, ce type d'accompagnement. On peut être présent à la fois dans vos diagnostics pour vous aider à faire cet état des lieux. Comment faire cet état des lieux vis-à-vis des salariés? Est-ce qu'on fait des enquêtes, même en interne du CSE? Est-ce qu'on se pose lors d'une réunion avec notre expert et puis on pointe chaque thématique, réunion, moyens, heures de délégation, etc. Et on voit ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et puis la préparation à la négociation et l'accompagnement à la négociation, on est présent également. Et puis n'oublions pas la remise à niveau, puisqu'on l'a dit, seulement 1/3 des élus ont été formés sur cette première mandature. C'est très très peu, c'est insuffisant et ça limite, ça vous fragilise. Et donc sur cette seconde mandature, on espère bien pouvoir vous accompagner dans le cadre de formation et toucher le plus possible de personnes. Laurent, est-ce que tu veux conclure et rajouter quelque chose? Non, on a déjà pris beaucoup trop de temps, donc c'est absolument parfait. On est complètement à votre disposition pour travailler de manière très concrète maintenant sur vos négociations et sur votre mise en place, bien sûr. Voilà, et il y a eu très peu de questions, donc n'hésitez pas, on espère que c'est parce qu'on a été très très clair. Sinon, n'hésitez pas à nous les envoyer. Joséphine vous a remis l'adresse dans le fil de discussion et vous pouvez re-regarder ce webinaire qui sera mis en ligne sur notre site semaine prochaine, je pense. On vous remercie pour votre attention. Bien. Merci à tous. Merci à Bonne tous. journée. Au Merci revoir. encore. Au revoir.